Tu me dis, Julie, quand tu veux que je démarre. C'est OK, c'est tout bon. Donc, merci. Donc, effectivement, je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'accueil de volontaires en service civique sur la réserve naturelle Confluence-Gorne-Ariège. Donc, c'est des volontaires qui ont des missions d'éco-garde de manière saisonnière, donc l'été, sur le territoire de la réserve naturelle. Juste deux mots sur la réserve naturelle. Donc, c'est une réserve régionale, donc sous l'autorité de tutelle de la région, qui fait quasiment 600 hectares entre Toulouse et Venerque, 15 km de long. Sur des propriétés à la fois privées, mais surtout publiques. Et on est sur 11 communes, 4 intercommunalités, donc Toulouse Métropole, Sicoval, Murtin-Aglo, et une communauté de communes au sud, celle d'Auterive. On est sur une réserve plutôt fluviale, avec tout ce qui est zone humide, forêt alluviale et autres liés aux cours d'eau, et des coteaux secs, voire méditerranéens par endroits, en rive droite, ce qui fait qu'on a une diversité de paysages et d'espèces assez remarquables, ce qui ont justifié le classement en réserve naturelle. Je passe vite, hein, mais s'il y a des questions après, on pourrait y revenir. On est donc sur une réserve périurbaine au port de Toulouse, qui est en conséquence fortement fréquentée, surtout l'été, avec plus de 60 000 visiteurs entre juin et septembre sur les bords de rivière. Vous avez quelques illustrations sur les photos là. 10 000 kayakistes, notamment par le fait qu'il y a des locations de kayaks qui sont possibles à partir de juin. Et c'est en augmentation depuis plusieurs années et surtout depuis 2020 et les divers confinements qu'on a eus, on a pris 50% d'augmentation de fréquentation depuis cette année-là. Ce qui conduit à plusieurs problématiques corollaires, donc feu, déchets et autres incivilités, et des enjeux de prévention par rapport notamment au risque baignade, parce que les gens viennent l'été surtout pour profiter de l'attractivité de l'eau, et des risques par rapport aux incendies, et aussi des enjeux, vous l'avez compris, on est en réserve naturelle de protection de la biodiversité, avec diverses atteintes à l'environnement qu'il convient de réguler. Donc par rapport à ça, dès 2004, en fait, il y a un dispositif qui a été mis en place, initié par le SICOVAL, donc une communauté d'agglomération, sur quelques sites de la réserve naturelle, avec des agents de veille. Donc c'était des saisonniers en CDD qui avaient comme mission surtout de la veille, de la prévention, de la sensibilisation, un peu de nettoyage et des comptages, notamment sur les parkings et des visiteurs. Et à partir de 2010, ils ont commencé à augmenter le volet répressif avec l'embauche d'un garde champêtre. À la création de la réserve naturelle, donc en 2015, on a repris la coordination de ce dispositif et on l'a développé, on l'a déployé sur toute la réserve naturelle. Et donc, on a recruté à partir de ce moment-là entre 2 et 8 éco-gardes en service civique. On a assermenté aussi 2 agents de la réserve pour le volet police et répression. On a aussi quelques saisonniers en CDD de 2 ou 3 mois. Et on a toujours le garde champêtre du Sicoval qui est en appui les week-ends notamment. Donc vous voyez qu'on a augmenté un petit peu le dispositif et surtout on a mis en place donc le service civique à partir de ce moment-là. Donc objet de notre rencontre aujourd'hui. Donc ce qu'on peut en dire en mission principale, donc ce sont des jeunes qui ont moins de 25 ans, qui ont pour rôle le veille des bonnes pratiques et l'équilibre entre l'accueil du public, la fréquentation des visiteurs sur le territoire et le respect des milieux naturels, de la faune, de la flore. Donc, les éco-gardes vont vraiment à la rencontre des visiteurs pour expliquer, informer, sensibiliser aux enjeux de la réserve naturelle, pourquoi il y a une réserve naturelle, pourquoi il y a un règlement, quels sont les bons gestes à avoir, qu'est-ce qu'il y a à avoir aussi. Gérer des potentiels conflits d'usage, alors on en a très peu, malgré qu'il y ait beaucoup de monde, mais il y en a un petit peu, notamment entre les vététistes et randonneurs, ou entre les baigneurs et les kayakistes. Enfin voilà, il y a quelques petits conflits comme ça. Et donc l'objectif, c'est vraiment de concilier cette fréquentation et les enjeux écologiques sur le territoire au port de Toulouse. Donc ils assurent des patrouilles quasi quotidiennes, principalement l'après-midi, entre 12h et 20h. Pour l'information et la sensibilisation, ça je l'ai dit. Sur la prévention, donc avec des messages à donner sur tout ce qui est risque incendie, baignade. Là, il y a une photo en haut à droite, là, c'est des jeunes qui veulent sauter du pont, donc ils interviennent pour expliquer les dangers et autres. Et si besoin, ils font le relais auprès des autorités compétentes. Donc, soit c'est nous si on est présent ou d'astreinte. Sinon, on a des partenariats avec les polices municipales locales et les gendarmeries.
Ils assurent aussi une veille, donc sur tout ce qui est équipement, les sites, l'état des sentiers. Ils font aussi un petit peu de nettoyage si besoin. Et pareil, ils font le relais d'information s'il y a des choses à réparer ou qui sont dégradées. Et ils ont aussi un petit rôle d'observation, faune, flore, de choses particulières. Ils prennent des photos ou autres et ils peuvent faire remonter des informations par ce biais-là. On a aussi une base de données en ligne et donc ils peuvent l'alimenter au fur et à mesure de leur patrouille. En termes de médiation, donc ils interviennent ponctuellement sur des conflits d'usage, comme je disais tout à l'heure, et aussi des fois on a des habitants, vu la fréquentation qu'on a, qui saturent un petit peu du monde, du stationnement gênant et autres, et donc ils peuvent être là aussi en tant que médiateurs. Durant leur patrouille, ils assurent aussi un suivi avec des comptages de véhicules sur les parkings. On essaye de comparer d'année en année un petit peu l'évolution de la fréquentation via ce comptage. Et ils relèvent toutes les infractions ou toutes leurs interventions qui mènent, ce qui nous permet de voir un peu pareil, les évolutions d'année en année, d'améliorer les dispositifs, de trouver de nouveaux outils et autres. Et à la fin de la saison, ils assurent une présentation de leur bilan auprès des acteurs locaux, donc collectivités, élus, gendarmes, pompiers et autres. Et ils rédigent aussi un petit rapport bilan. Après, ils ont des missions secondaires durant la saison, notamment par rapport à la sensibilisation du public. Ils animent, par exemple, ils font des descentes en kayak qui commentent avec plusieurs clubs du territoire. Ils peuvent assurer aussi des balades nature, tenir des stands, pas mal d'animations de ce type-là. Voilà, il y a quelques exemples en 2020, donc ça concernait quasiment 400 personnes qui ont été touchées par les éco-gardes. Ils ont aussi des chantiers nature. On a des chantiers, par exemple, d'arrachage ou d'écorçage de plantes exotiques. Donc, ils nous accompagnent sur ce volet-là, aussi sur la restauration de certains milieux, comme la rouverture ou l'entretien de pelouse, ce genre de choses. Ils assurent l'entretien des installations. Alors, ça peut être de la réparation ponctuelle, un petit peu de bricolage, du nettoyage aussi sur les sentiers ou sur les sites qui sont fréquentés, et la pose ou le remplacement de la signalétique temporaire si besoin, ou d'information, d'explication quand on ferme un sentier ou on pose une barrière, ce genre de choses. Ils nous accompagnent aussi sur le volet connaissances, suivi, inventaire. Euh, donc, soit ils ont des compétences en propre et on leur délègue un petit inventaire, un petit suivi, ou sinon, la plupart du temps, ils nous accompagnent sur nos missions habituelles. Et dernier volet, c'est des missions de type communication. Donc, ils peuvent rédiger, par exemple, des communiqués de presse ou assurer l'animation de réseaux sociaux. On a un Facebook, Instagram. Donc, ils peuvent être mobilisés là-dessus. Et aussi, en fonction de leurs compétences, ils peuvent créer des outils pédagogiques type poster ou des jeux pédagogiques à destination des enfants ou du grand public. Donc là, vous avez quelques exemples qui ont été faits par les volontaires. Et ils organisent avec nous aussi deux événements en septembre, qui est la Journée mondiale des ramassages de déchets, donc le World Cleanup Day. Donc ils encadrent des chantiers de ramassage et ils nous aident aussi à l'organisation en amont. Et pareil pour la fête des confluences, c'est une fête qu'on fait tous les ans, en septembre aussi pour les Journées du patrimoine. Et donc ils participent à l'organisation en amont, et le jour J, ils peuvent tenir un stand ou animer une balade ou animer une conférence, enfin voilà, en fonction de leur volonté et de leurs compétences aussi. Donc en termes de statut et de recrutement de dotation, chez nous, les volontaires, donc ils sont recrutés pour 6 mois, donc c'est le minimum en service civique. De mai à octobre, généralement. Là, cette année, ils ont démarré un peu plus tôt, ils commencent cette semaine en fait. Bon, après, en termes de recrutement, on diffuse l'offre de manière classique, on va dire. Il y a un portail service civique qui recense toutes les offres possibles. Léonie y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis nous, on diffuse aussi dans nos réseaux et plateformes habituelles. Depuis 2016, donc, on recrute des services civiques. On a des profils assez différents en fait qui viennent à nous. On a des jeunes en fin d'études, licence ou master, souvent qui hésitent encore un peu avant d'aller sur le marché de l'emploi, et donc ça leur sert vraiment de tremplin de passer 6 mois avec nous, de se tester aussi, d'approfondir certaines compétences ou certaines connaissances. Il y en a certains aussi qui recherchent clairement une première expérience professionnelle, par exemple entre 2 semestres d'études.
Certains qui ont redoublé par exemple une année, qui veulent passer un semestre sur du concret, ou aussi certains en année de césure carrément, donc qui passent 6 mois avec nous. On en a quelques-uns aussi en reconversion professionnelle. Par exemple, on a eu un jeune qui était peintre en bâtiment qui voulait retourner vraiment vers ses amours premiers et donc il en a profité de ce service civique pour se réorienter. Donc il a repris ses études après et maintenant il travaille dans un bureau d'études en environnement. On a eu aussi un militaire qui s'est reconverti et qui est maintenant pompier, pompier de Paris. Enfin voilà, un certain nombre de reconversions comme ça qui sont assez intéressantes. Et puis depuis quelques années, on a plus un profil de type job d'été. Donc en gros, comment avoir un petit peu de sous pour payer ses études ou autre, ou payer un voyage. Et donc au lieu de rien faire l'été, il cherche un petit job et le service civique peut correspondre. Donc chez nous, ils sont employés 28 heures semaine. Au début, on les prenait un peu plus sur des durées un peu plus longues, type 32 heures, mais pour coller vraiment à la politique et à la philosophie service civique, on a réduit un petit peu. Aussi parce que les jeunes, enfin, c'est quand même un travail assez dur, il y a du terrain, c'est assez physique, donc on a réduit le temps de travail, de temps de présence, pardon. Alors par contre, ils sont là les week-ends et jours fériés. Donc ce que permet le service civique, c'est quand même un cadre assez souple. On leur garde quand même un week-end de repos régulièrement. Il y a 2 à 3 jours de repos chaque semaine aussi. Ils ont le droit à des congés payés, enfin des congés, ils ne sont pas payés, mais des congés, 2 jours par mois travaillés. Donc c'est assez souple, ça c'est pas mal. En indemnité, par contre, on va le voir à la fin, mais donc ils touchent 500 euros à peu près. Léonie y reviendra tout à l'heure, grâce au soutien de l'État, et 100 euros qui sont complétés par nous, Nature en Occitanie, qui les embauchons. On leur donne une tenue aussi, polo casquette pour leur patrouille. Et on leur donne aussi une dotation de 100 euros en début de mission pour des achats complémentaires, si besoin, chaussures, pantalons et autres. Et ça, c'est des choses qu'ils peuvent remporter à la fin du service civique. On leur met aussi à disposition 2 véhicules pour leur tournée. Si besoin, par contre, on leur bourse bien évidemment leurs frais de déplacement comme tout salarié. En termes d'encadrement et de formation, ce qu'on réalise, nous, depuis un certain nombre d'années, c'est un débrief hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire que toutes les semaines, on se prend 2 heures ensemble sur les missions qui ont été réalisées dans la semaine. Est-ce qu'il y a eu des points de blocage, des faits marquants? Est-ce qu'il y a des problèmes rencontrés, des besoins en matériel ou autre? Et on essaye d'y répondre. Et ça nous permet aussi de dresser un petit peu la liste des consignes de la semaine, les dates à pas oublier, ce genre de choses. On a aussi mis en place un protocole sécurité, donc c'est-à-dire qu'ils sont toujours en binôme, toujours par deux à minima, et ils doivent envoyer un message en début et fin de mission pour savoir si tout s'est bien passé, et on va faire un petit bilan rapido. On assure aussi un entretien donc individuel en milieu de mission et à la fin, un petit peu sur leur projet, ce qu'on appelle projet d'avenir dans le volontariat. C'est un peu échanger avec eux sur leur parcours professionnel, sur leurs attentes, leurs besoins, sur les compétences qu'ils voudraient un petit peu plus développer durant le service civique. Voir aussi s'ils ont des projets individuels qu'on pourrait appuyer, leur donner des tuyaux et transmettre des personnes ressources qu'ils pourraient contacter en fonction de leurs attentes, de leurs besoins. On assure aussi en début de mission une formation de 2 à 3 semaines avec des temps en salle et sur le terrain, surtout pour présenter la structure d'accueil, donc Nature en Occitanie, FNE et leur mission. On fait aussi des chantiers de cohésion d'équipe parce qu'on va le voir, ils sont plusieurs sur la réserve naturelle. Et des visites terrain. Voilà, c'est vraiment les mettre, les rendre opérationnels, on va dire, pour leur mission sur l'été, avec des mises en situation aussi, comment aborder le public, quel discours tenir, quelle posture à avoir. Et on essaie donc de développer leurs compétences pour la réalisation des missions, aussi sur tout ce qui est tenue de stand, la pédagogie et les outils qu'ils peuvent utiliser durant leur service civique. On leur diffuse aussi une petite bibliographie et un mémo qui rappelle un petit peu tout ce qu'on aura vu durant la formation, donc sur les discours, les savoirs à avoir et à transmettre au public, etc. Cette formation elle se fait en partenariat avec le SICOVAL, c'est-à-dire qu'on a des agents qui
qui viennent présenter le territoire, qui viennent donner aussi un petit peu l'historique, le contexte des missions d'EcoGuard sur le territoire. On fait aussi une journée ou demi-journée avec les pompiers qui nous montrent un petit peu ce qu'ils font et quelle posture avoir, notamment. Alors, les éco-gardes, ce ne sont pas des maîtres nageurs, hein, donc on ne leur demande pas d'aller sauver les gens, mais par contre, eux, ils sont sur le terrain et donc c'est les premiers à devoir alerter les services de secours. Et donc, bah, comment on fait, euh, quel mot donner pour que les pompiers soient le plus efficaces possible. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec les pompiers chaque année. Et avec Graniota, c'est un club de canoë-kayak qui présente un petit peu les dangers de la rivière. Où est-ce que c'est dangereux? Comment faire quand on est pris, par exemple, dans un rappel? Ce genre de choses. Et puis nous, on assure aussi une présentation de l'équipe des volontaires aux acteurs, bah, auprès des élus, auprès des gendarmes, auprès des policiers municipaux, etc. On les intègre aussi du meilleur qu'on peut dans l'équipe de Néo, de Nature Occitanie. Bah, ils sont invités à l'Assemblée générale, par exemple, qui a toujours lieu en mai-juin. On les intègre à aux réunions d'équipe qui peuvent y avoir et autres moments conviviaux bah, de la vie d'une association, comme vous pouvez l'imaginer. On propose aussi de découvrir d'autres métiers compétences avec d'autres salariés de notre association chargés d'études faune, flore, animateur nature, c'est-à-dire qu'on leur propose de sortir du cadre de la réserve naturelle et d'aller voir d'autres métiers et d'accompagner d'autres collègues. Et on a aussi régulièrement des sorties ou des séjours naturalistes et on leur propose aussi. Je pourrais rajouter qu'on leur offre, entre guillemets, l'adhésion à l'association, l'adhésion annuelle durant leur présence. Comme ça, ils peuvent bénéficier de toutes les sorties et autres activités de l'association s'ils le souhaitent. Pour conclure, un bilan très rapide que j'ai essayé de dresser là pour vous présenter aujourd'hui sur les services civiques au sein de notre structure. Donc les missions qu'on propose souvent sont dites qu'elles ont du sens en fait. Donc les jeunes s'y retrouvent, c'est vraiment des missions citoyennes de sensibilisation, d'information du public, ça leur convient bien. C'est des missions aussi utiles à leur parcours professionnel pour beaucoup de volontaires, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui s'en sont servis et ça leur sert dans leur parcours professionnel futur. On voit aussi au cours de la mission de vraies évolutions des volontaires avec bah, une réflexion sur eux-mêmes, sur leur parcours, sur leur avenir, sur leurs capacités, sur, on les voit mûrir en fait, ces jeunes. Donc ça, c'est quand même valorisant. On est arrivé, nous, à un seuil, en fait, où on trouve que 6 volontaires, ça reste satisfaisant. On est monté à 8, mais c'est vite beaucoup d'encadrement et de temps, et les jeunes ne s'y retrouvent pas forcément. Et moins de 6, par contre, c'est compliqué pour tout ce qui est gestion des repos, des congés, arrêt maladie, sachant que nous, on vise donc une présence quasi quotidienne sur le territoire. Donc 6, ça nous paraît pas mal. On voit aussi que bah, du fait de la présence sur le terrain des volontaires, donc depuis les nombreuses années qu'on a des agents, en tout cas sur l'été, on voit une baisse notable des incivilités. Le marqueur le plus flagrant, c'est notamment sur les déchets. On a divisé par 10 le nombre de déchets qu'on retrouve sur le territoire, donc c'est quand même intéressant et ça nous pousse à pérenniser quand même cette expérience. C'est le statut de service civique, c'est aussi assez souple, notamment sur les horaires, hein. On n'est pas soumis, comme les salariés, à du repos compensatoire pour les travaux des week-ends, par exemple. Et bien entendu, le coût, hein, on le disait, pour nous, c'est pas très élevé d'avoir des jeunes l'été. Bon, par contre, à contrario, ça nous demande beaucoup d'encadrement qui est pas à négliger. Donc, c'est des jeunes hein, qui ont beaucoup de questions, donc il faut les accompagner du mieux qu'on peut. Et malheureusement, on n'a pas toujours le temps nécessaire. Depuis quelques années, et peut-être qu'on en discutera après, on a une baisse du nombre de candidats, malheureusement. Pour vous donner un ordre d'idée, la première année, donc en 2016, on avait plus de 100 candidatures. Et là, les dernières années, si on en a 10, 20, c'est vraiment grand max. Alors peut-être plusieurs hypothèses à ça, une dilution entre toutes les offres, parce que c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup d'offres de services civiques, donc peut-être que les jeunes se diluent un peu dans tout ça. Est-ce que le service civique reste attractif pour les jeunes? Là, je pose une question, et même pour notre poste qu'on propose, est-ce qu'il reste attractif ou pas?
pour les jeunes aussi qui sont peut-être en recherche d'autre chose. Sur le terrain, ce qu'on note aussi, c'est une différence peu lisible, en tout cas pour les visiteurs, entre gardes assermentés avec des pouvoirs de police et des éco-gardes. Déjà, rien que le terme est peut-être un peu compliqué. Donc à avoir, je le disais tout à l'heure, on cherche peut-être des évolutions à donner à cette mission. Sachant que aussi cette mission de sensibilisation et de prévention a des limites. On est au port de Toulouse, vous l'avez compris, avec une augmentation de la fréquentation annuelle. Donc il y a quand même un gros besoin de notre côté d'intervention plus sur le côté répressif, malheureusement. Donc les volontaires ont aussi une limite d'action sur ce volet-là. Le montant des indemnités, 600 euros, ça reste quand même pas cher payé, entre guillemets, pour le travail qui est fourni par les jeunes. Donc c'est souvent remonté, critiqué par certains jeunes en service civique, et même nous, c'est vrai que c'est pas énorme. Euh, on rencontre aussi des difficultés par rapport à la durée du volontariat. Donc c'est 6 mois minimum. Ça reste incompatible avec certains jeunes qui voudraient faire ça sur 3 mois, par exemple, entre deux masters, par exemple, entre un master 1 et un master 2, 3 mois, c'est quelque chose qui est jouable, mais 6 mois, ça leur oblige en fait, à abandonner le service civique en cours de mission, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Et puis, on a des jeunes aussi, des attentes et des profils qui évoluent. Euh, avec ce qu'on constate depuis 2, 3 ans, peut-être une perte un peu d'autonomie des jeunes qu'on recrute sont pas toujours force de proposition et pas toujours impliqués comme on avait pu le voir en début d'expérience, donc à partir de 2016. Ils sont souvent un peu attentistes. Et puis aussi, ils demandent, à juste titre, une reconnaissance un peu plus élevée en termes de salaire, d'indemnité. Ils sont un petit peu plus à cheval sur tout ce qui est repos, congés et autres. Et puis, le travail d'éco-garde-garde est pas forcément bien distingué, et donc ils ont des attentes par rapport à ça. Et puis le service civique reste un statut précaire, hein, c'est-à-dire que les jeunes peuvent abandonner la mission quand ils le souhaitent quasiment. Alors c'est souple pour nous, mais pour eux aussi. Et du coup, en termes d'encadrement, on n'est pas sur un encadrement hiérarchique, et ça peut, avec certains jeunes, être assez compliqué à gérer. Alors c'est anecdotique, hein, mais c'est à noter quand même. Donc nous, à l'avenir, ce qu'on voit par rapport à ça, on va faire plusieurs tests et on va essayer de vous faire évoluer les missions qu'on donne aux volontaires. Notamment, on a quelques jeunes là qui sont intéressés par les patrouilles équestres. Donc nous, ça nous intéresse de le tester sur le territoire. Et cette année, on a une jeune qui va le tenter, qui a fait une formation l'année dernière sur ça. Et donc, on va essayer de l'accueillir cette année avec un cheval. On a aussi recruté une jeune qui va faire un stage et un rendu sur le bilan et les perspectives d'amélioration du volontariat en éco-garde chez nous, voir ce qui marche pas, et proposer des alternatives. Et dès cette année, nous, on va essayer de faire évoluer l'émission avec un peu plus d'actions de sensibilisation, d'animation, et aussi le développement de l'accueil du public sur des sites cibles, avec par exemple des points infos, des points d'accueil en fait sur des sites, à l'entrée des sites, pour diffuser l'information de manière plus opérationnelle, on va dire. Voilà très rapidement ce qu'on peut en dire. Et je reste à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Mathieu. C'était vraiment super complet. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai déjà, mais bon, moi, je n'accueille pas de service civique, alors je laisse la priorité quand même aux gestionnaires. Moi non plus, Julie, j'accueille pas de service civique, j'arrive pas à les recruter. Mais en tout cas, si je commence là pour les réactions, c'était super intéressant ta présentation, Mathieu. Il y a plein d'infos pratiques qui sont, voilà, qui peuvent nous aider. Je me rends compte que, en fait, vous, en tant qu'association, vous avez quand même vachement plus de choses à offrir que nous qui sommes en collectivité. Enfin, je vois par rapport à l'intégration dans l'association naturaliste, enfin voilà, tout ça. Moi, du coup, je fais partie d'une communauté de communes, donc bon, l'intégration, on est deux à travailler sur la biodiversité, quoi. Après, le service civique, je peux lui proposer d'aller à l'urbanisme
ou à l'aménagement, mais enfin, c'est un peu moins... Bref. Je me rends compte aussi que du coup, ça demande quand même pas mal de moyens. Vous mobilisez 2 véhicules. Nous, dans la Comcom, on a 5 véhicules pour les 150 salariés, quoi. Donc, même ça, on ne pourrait pas le mettre à disposition. Enfin, bref, j'ai l'impression qu'on a des freins aussi, qu'on a des freins logistiques, des freins aussi attractifs, quoi. Enfin, par rapport aux offres que vous pouvez diffuser, par exemple. Nous, ça fait 3 ans qu'on essaye, hein. Ça fait 3 ans qu'on essaye de recruter des services civiques et on n'a toujours pas réussi. On a très, très peu de candidatures et ça colle pas, quoi. Les jeunes ont pas le permis ou ils se désistent parce que finalement, ils ont trouvé un job d'été qui était mieux payé que nous. Ou alors, comme tu le disais, ils veulent reprendre une formation ou continuer leur formation en septembre ou en octobre, et ben, ça colle pas trop avec le délai. Bref, mais en tout cas, je retiens aussi que vous aussi, vous constatez une baisse des candidatures. Donc, je me posais la question, peut-être que Léonie en parlera après, mais par rapport aux indemnités là, qui sont de 600 €, est-ce que c'est un minimum et est-ce qu'on pourrait essayer de négocier que notre structure elle verse davantage pour être plus attractif? C'est possible ça techniquement Léonie? Oui, alors en fait, la difficulté avec le service civique, et c'est un peu le cœur du problème, c'est que c'est ni de près ni de loin un emploi ou un stage, en fait. C'est vraiment censé être considéré comme étant une expérience, vraiment un engagement au service de la société. Et en fait, c'est un peu le joker qu'on présente à tous les arguments de l'indemnité est trop basse, ou alors on me demande de travailler, c'est injuste d'être en service civique, etc., etc. Alors, dans les faits, effectivement, les jeunes sont tout à fait légitimes à ressentir ce genre de choses, mais effectivement, c'est vrai que c'est un engagement pur et simple. Donc, vraiment, on ne peut vraiment pas faire le parallèle entre un emploi, même si, bon, encore une fois, dans les faits, on le fait naturellement. Après, pour ce qui est des missions de service civique qui sont peu pourvues à cause du nombre de volontaires, Mathieu l'a expliqué très clairement tout à l'heure. Depuis quelques années, on assiste à vraiment une explosion de l'offre de service civique sur tous les thèmes que ce soit, et notamment l'environnement, même si à l'heure actuelle, les services civiques sur l'environnement ne représentent qu'environ 6 ou 7% de l'offre totale de services civiques. Et les jeunes, donc il y a toujours autant de jeunes qui veulent faire un service civique, mais avec un chiffre de mission qui a littéralement explosé. Et de ce que j'ai pu constater un peu dans les offres de service civique en lien avec l'environnement, c'est que la tentation est grande de faire quelque chose, de faire une mission un peu technique qui serait un peu fléchée pour des jeunes qui sortent d'un master ou d'un BTS GPN ou que sais-je. Donc, il peut y avoir des spécificités sur la mission qui peuvent faire un peu peur à un jeune qui n'a pas cette formation-là de base. Et parallèlement à ça, cette mission va attirer à peu près tous les jeunes qui sortent de master pour faire cette mission de service civique. Et comme il y en a de plus en plus, il y a une forte dilution. Et c'est vrai qu'on se retrouve maintenant avec une hétérogénéité des profils parce que faute de candidature, en fait. Mais c'est vrai que Mathieu, tu me confirmeras, mais il y a quelques années, c'est vrai que toute la volée de volontaires en service civique sur ces éco-volontaires étaient des personnes qui étaient déjà sensibilisées, formées à l'environnement et au naturalisme. Et maintenant, on a des profils beaucoup plus hétéroclites parce que justement, cette dilution, quoi. Oui, c'est ça, en termes de profil, ça évolue un peu. En 2016, 2017, 2018, on avait vraiment des jeunes qui étaient plus engagés, volontaires pour l'environnement, qui avaient déjà des connaissances. Et là, on a plus des profils type master ou autre. Et c'est un premier emploi, en fait. Ouais. Enfin, il tourne un peu comme ça. Découverte du professionnel, quoi. À tous les jeunes, offrir une expérience de mixité sociale. Ce
ce qui est fait quand même, en tout cas chez Néo, c'est ce qui se passe. Après, peut-être que vous, la difficulté qui sont proposées en ville ou en périurbain, hein, comme pour la confluence, sont très bien pourvus et très vite On t'entend pourvus. mal, Léonie, ça coupe. À l'inverse, les missions... Ça coupe, Léonie. Je ne sais pas si éventuellement, si tu coupes peut-être ta caméra, ça prendra moins de, je ne sais pas comment ça fonctionne, de bande passante, de trucs comme ça. Je ne sais Voilà. pas. Hein. Vous m'entendez mieux? Ça assure un peu. Est-ce que ça assure moins? Peut-être. Vas-y, continue pour voir. D'accord. Je disais juste qu'il y a aussi cette histoire d'éloignement géographique par rapport à la ville et d'accessibilité qui est un vrai problème en fait dans le fait de pourvoir une mission de service civique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, nous, au France Nature Environnement Midi-Pyrénées, avec d'autres acteurs du service civique, à justement travailler ces freins pour que toutes les structures qui proposent une mission rencontrent leurs volontaires et que aussi tous les jeunes qui souhaitent faire un volontariat de service civique puissent trouver une mission à leurs pieds, si j'ose dire. Voilà, donc c'est vraiment comment dire, c'est vraiment travailler un peu sur tous ces freins, parce que parfois il y a aussi la question du local qui n'est pas toujours disponible. Et puis tant d'autres freins qui peuvent exister sur lesquels on travaille. Mais il y a tellement de raisons qui font qu'une mission n'est pas pourvue. Voilà, c'est pas ça qui manque. Pour en revenir, là, quand vous disiez effectivement que là maintenant, il y avait plein de masters qui postulaient, mais il y a un peu les deux cas, en fait. Il y a effectivement peut-être certains masters qui voient ça un peu comme une expérience d'un premier emploi, et puis il y a aussi des employeurs qui se servent des services civiques pour avoir des stagiaires encore moins chers qu'un stagiaire. Non, enfin, je veux pas. Moi, j'ai travaillé dans une structure où on a pris une service civique à l'époque, et pour être honnête, on avait fait une fiche de service civique, c'était quasiment un stage, c'était sur 9 mois, il y avait beaucoup de boulot, c'était pas beaucoup de terrain, c'était beaucoup d'intérêt. Enfin, je ne vais pas m'auto-griller, hein, mais où on avait peut-être un peu orienté la chose pour avoir effectivement, voilà, pour avoir une personne qui était en fin de master qui postule. Le stage effectué en service civique, c'est une pratique qui a été très, très, très courante pendant plusieurs années depuis la création du service civique. Il y a eu un gros coup de frein de la part de l'agence du service civique, justement, pour vraiment distinguer le stage qui sanctionne un diplôme et la mission de service civique qui, encore une fois, est le fruit d'un engagement citoyen. Mais c'est quelque chose qui a été fait mais tellement de fois et même encore quand on regarde maintenant sur le site du service civique, quand on regarde certaines annonces, on se rend compte qu'elles sont rédigées vraiment sous le format d'annonce d'emploi. Et dans ma présentation, vous le verrez, il y a un exemple de mission de service civique que j'ai vu passer la semaine dernière qui est scandaleuse. Enfin, c'est même pas qu'elle est scandaleuse, c'est qu'elle est parfaite pédagogiquement pour voir ce qui ne peut pas être dit, ce qui ne peut pas être fait. Les exigences de diplôme, les exigences de compétences, enfin, voilà, mais c'est quelque chose qu'on voit passer encore très fréquemment et qui doit être aussi travaillé, puisqu'encore une fois, un service civique, c'est quelque chose qui ne demande pas de compétences à la base et qui, au contraire, a une chance d'offrir à un jeune des compétences. C'est pas pour brosser nature en Occitanie dans le sens du poil, mais le fait d'avoir l'opportunité de découvrir le vivant avec des stages ou des observations, d'aller participer aux réunions d'équipe, ça c'est quelque chose qui pourra faire monter en compétence un jeune plutôt que de venir valider des choses qu'il aura pu voir à l'école. Mais bon, c'est très fréquent, les stages transformés en service civique, très très fréquent. Il y a autre chose, pardon. Non, vas-y. Il y a autre chose là qui entretient le flou là entre stage et service civique, c'est que il me semble que maintenant certaines formations où il y a un stage à faire, elles tolèrent que ce soit fait dans le cadre d'un service civique. Et enfin nous on a eu le cas là d'une personne là qui nous a envoyé sa candidature, mais elle indiquait qu'elle recherchait un stage, donc on l'a eu au téléphone, elle nous a dit si, mais un service civique, ça peut faire. Donc, on l'a reçue en entretien, elle était géniale, etc. Mais
Mais sauf qu'il fallait transformer le service civique pour qu'il ressemble à un stage. Et ce que nous, on ne voulait pas pour le coup. Parce qu'on avait besoin, nous, de quelqu'un de terrain et pas forcément de quelqu'un qui a un sujet, une réflexion ou beaucoup de temps de bureau à faire, quoi. Pour nous, on avait un besoin de terrain. Bon, il se trouve qu'au final, elle a trouvé un vrai stage, donc elle nous a abandonnés. Mais voilà, il y a aussi ce flou-là, quoi. Il peut y avoir un flou de la part des gens qui lancent des missions qui ressemblent finalement à des stages, mais il faut savoir aussi que sur le plan Après, ça dépend des universités. Ça dépend des universités. Il y a des universités, alors j'en vois de moins en moins, mais qui acceptent quand même que la convention de stage soit adossée à un contrat d'engagement de service civique, et d'autres qui, au contraire, jouent pleinement le jeu et refusent. Puisqu'effectivement, comme vous venez de le dire, les missions d'un service civique ne sont pas forcément le terreau le plus adapté pour faire un mémoire de fin d'études. Tout à fait. Un mémoire de stage. On a eu le cas, nous, oui, de demande aussi de stage comme ça, là. Pourquoi aussi on a réduit notre temps de mission, 28 heures semaine, c'est aussi pour leur donner l'occasion, s'ils veulent faire un rapport de stage, c'est possible, mais aussi il y en a qui ont fait des petits jobs à côté pour compléter l'indemnité. Donc il y en a qui bossaient le matin, par exemple, avant de venir en service civique. Donc ça permet ça aussi, quoi. Et je ne sais pas si tu en parles, Oui. Léonie, ils ont un complément aussi RSA et bourse si Oui. besoin, les jeunes. J'en parle un petit peu de ça, et c'est vrai que nous, on a eu la politique justement de réduire, parce que quand je suis arrivée dans la structure, c'est vrai que de base, les missions de service civique, c'était 35 heures. Et en fait, on s'est dit 35 heures, déjà que la limite entre service civique et emploi, c'est un peu touchy, mais si en plus, il y a le même nombre d'heures hebdomadaires, alors là, on va pas s'en sortir. Et en plus, l'indemnité était la même, hein, qu'on travaille 24 heures le minimum ou 35 heures le maximum, il n'y avait pas de variable. Donc, on s'est dit effectivement, comme l'a dit Mathieu, que voilà, on réduisait à 24 heures ou 28 heures selon les missions, pour que leur donner l'opportunité à la fois de suivre, de faire autre chose, quoi, à côté. Après, effectivement, il y a des possibilités d'avoir des valorisations de l'indemnité avec, par exemple, quand on est en situation de handicap reconnu, quand on est issu d'un foyer, bénéficiaire du RSA. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a des jeunes qui qui ont 25 ans, il peut être pas mal de leur dire inscrivez-vous au RSA avant d'avoir votre mission. Comme ça, il y a cette petit coup de pouce qui peut intervenir. Et puis aussi les étudiants qui sont boursiers sur cette année-là. À partir d'un échelon, ils ont une petite revalorisation. Après, si ce sont des jeunes qui sont au chômage avec l'aide de retour à l'emploi, cette aide, elle est suspendue pendant toute la durée du service civique et elle reprend à l'issue. Alors après, ça, c'est des détails un peu techniques, mais qui peuvent être, qui sont traités par soit la personne qui s'occupe de l'administratif du service civique dans votre structure, soit de la personne qui fait de l'administratif dans l'organisme d'intermédiation, quoi. Donc, c'est des choses, a priori, si jamais vous avez la question qui se pose, vous pouvez rebasculer derrière vers des personnes qui ont l'habitude de faire ce truc, quoi. François-Xavier ? Oui, j'avais alors c'est 3 bouts de questions au bout de remarques. D'abord, si j'ai bien compris, donc à Néo, c'est depuis 2016 que vous avez des VSC et 6 par an. Donc le retour d'expérience que tu nous as présenté, il est quand même nourri de presque une trentaine de cas. C'est ça, à peu près? Oui, au début, on en avait 2 la première année, et on est vite monté à 5 ou 6, et on est monté jusqu'à 8 il y a 2 ans, mais 8, c'était vraiment beaucoup. Ouais. Oui, non, je soulignais ça pour moi-même et en remerciement parce que du coup, c'est pas comme si le témoignage c'était bon, on l'a fait l'année dernière, on en a eu un et je vous partage ce que j'ai. Je pense que l'éclairage, justement, il est assez conséquent là-dessus. Et après, c'était sur ces questions de confusion volontariat, volontariat, engagement et puis stage. J'y vois en fait en décalé.
Le même genre de confusion qu'il peut y avoir entre stage long et CDD. À titre personnel et notre établissement est assez vigilant là-dessus. Un stage long, un stage de 6 mois, c'est pas un contrat à durée déterminée de 6 mois. Il y a quand même un engagement de 2 parties et notamment de la partie qui accueille la personne à former, et cetera. Donc ça veut dire que c'est un investissement, heu, ça devrait être un investissement illégal. Pardon, pas illégal, déséquilibré. En ce sens qu'il y a quand même une partie qui s'engage à apporter à l'autre plus que ça. On peut avoir des stages longs qui apportent beaucoup à l'établissement, mais le principe, c'est quand même de se mettre sur le fil de ce qui est demandé à des stages, un début, une fin, une méthode, et cetera. Et je me demande si, donc nous moi je n'ai pas regardé en détail, hein, ce que c'était les volontariats de service civique. La question que je voulais poser à Mathieu, c'est, heu, est-ce que pour éviter cette confusion, il n'y a pas nécessité que les 2 parties, c'est-à-dire, la structure qui propose un volontariat comme ça et les gens qui vont vers ce volontariat, est-ce qu'il n'y a pas nécessité que les 2 ils regardent plus clairement ce que c'est que ces choses-là? Et donc question corollaire, hein, puisque j'ai pas mis le nez dedans, est-ce que pour ce que tu as regardé ou pour ce qu'ont regardé d'autres, Léonie ou autres, est-ce que les documents, mis à disposition, sur le site, ministériel qui est chargé de ça, est-ce que ces documents, ils sont suffisamment, clairs, presque avec des phrases un peu choc, de ce que tu soulignais, c'est-à-dire, n'allez pas chercher un volontaire, si vous êtes une structure, n'allez pas chercher un volontaire pour faire le grouillot. Je le dis de façon un peu abrupte, mais et puis de l'autre côté, si vous êtes volontaire, si vous allez vers un VSC, n'espérez pas avoir ni le contenu, ni les conditions d'un voilà, d'un contrat, enfin, job, job d'été automne ou un truc comme ça. Est-ce que pour ce que tu en as vu, les documents en question, ils sont suffisamment clairs pour l'une et l'autre partie? Voilà, merci. Peut-être que Léonie pourra compléter, mais je pense que c'est assez clair. Et de toute façon, je ne l'ai pas dit, mais on fait un entretien quand même avant l'embauche des services civiques. Et donc, on leur rappelle bien le cadre et l'indemnité et compagnie, tout ce qu'on a dit. Et la politique normalement du service civique, c'est que si le jeune s'en va en cours de mission, ça ne doit pas mettre en péril le projet ou la structure. Donc c'est notre cas et donc on est clair d'entrée avec le jeune avant de recruter. Quand on nous pose la question, par exemple, est-ce que le service civique pourra servir de stage? On leur dit que nous, le service civique ne bouge pas en termes de mission, d'encadrement, de durée de temps de travail, mais que s'ils veulent faire un stage avec nous, ça sera en parallèle et le service civique peut nourrir leur stage, mais pas l'inverse. Voilà. D'accord. Merci. Moi, je voulais juste rajouter que pour le jeune, effectivement, à l'entretien, le cadre est effectivement rappelé. Bon, après, il accepte tout en général, le jeune, sur ce temps-là. Et les questions ou le ressentiment ou enfin, voilà, l'injustice qu'il pourrait ressentir, elle intervient un peu au fil de l'eau sur sa mission. Et c'est justement là que le tutorat est très, très, très important. Et encore une fois, Mathieu fait un suivi que je trouve exemplaire des volontaires en service civique. C'est là que c'est important justement pour un peu rappeler. Et ce que M. Kwende disait sur justement cet apport mutuel, c'est particulièrement vrai au sein du service civique, puisque le jeune va vraiment apporter sa vision, va être le trait d'union entre la structure, les bénévoles ou la structure et le public. Donc apporter sa vision peut-être aussi de néophyte, mais la structure doit aussi lui apprendre un peu les bases aussi du travail en société, en tout cas la communication interpersonnelle dans une structure de travail ou dans une structure bénévole, et aussi peut-être ouvrir son agenda et son répertoire de connaissances. Donc, c'est vraiment censé être quelque chose d'échange. Et tout à l'heure, on parlait justement d'encadrement non hiérarchique. Moi, je mettrais juste, entre guillemets, un bémol, à savoir moi, personnellement, je suis tutrice, et il m'est arrivé plusieurs fois de reprendre des volontaires en service civique, mais sur des questions de comportement et de posture dans un milieu professionnel. Parce que lui, il est en mission de service civique,
il n'a aucun lien hiérarchique avec les collègues et même le directeur de la structure. En revanche, moi, sa tutrice, je suis au travail. Donc, si il me met dans l'embarras parce qu'il parle mal ou parce qu'elle ne se pointe pas au rendez-vous, etc., je me sens légitime à lui faire une remarque. Je ne vais pas la mettre au piquet, hein, rien du tout, mais voilà, il y a quand même à ce moment-là un lien où moi, je vais lui dire, écoute, je suis ta tutrice, tu m'as mis dans l'embarras parce que tu as fait ci ou ça. Voilà, donc il y a quand même, c'est pas non plus la fête, quoi. Il est possible de faire quelque chose. Mais voilà, il faut que ce soit quelque chose, vraiment un échange nourri. Et c'est ça qui effectivement, qui peut prendre du temps. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est très, très important quand une structure se décide de prendre un volontaire en service civique, que le tuteur ou la tutrice soit au courant de ça, de cette mission qui peut être identifiée comme chronophage. Et c'est à cette fin que la formation obligatoire du tuteur est prévue, puisque ça, du coup, on n'en a pas vraiment encore parlé, mais le tuteur a une formation obligatoire, idéalement avant le démarrage de la mission, une formation qui peut se faire soit en présentiel, soit en distanciel, qui dure une journée. Et c'est vraiment appréhender le rôle du tuteur. Et ensuite, vous avez des modules complémentaires d'une demi-journée qui vont porter sur élaborer une mission ou alors faire le suivi, le projet d'avenir, ce genre de choses. Et effectivement, faire cette mission, ça permet de prendre connaissance de tout un tas de responsabilités liées au tuteur. Et enfin, pour ce qui est du site, je trouve qu'il est très bien fait. Je trouve qu'il est très bien fait. Je trouve qu'il est complet. Après, c'est vrai que parfois, je le trouve un peu dense, mais on y trouve tout. Voilà. Après, nous, on essaye, je prêche pour ma paroisse, mais on essaye de faire des petites fiches un peu plus focus avec des retours d'expérience de nos structures, en tout cas d'intermédiation. Et peut-être qu'on fera appel justement à Nature en Occitanie, puisque c'est avec eux qu'on fait quand même le plus d'intermédiation. Voilà leur retour à eux, pratico-pratique, pour justement des acteurs comme vous, si vous souhaitiez sauter le pas également. C'est nouveau cette formation, Léonie, pour les tuteurs? Non. Enfin, non, ça fait... non, ça a toujours été le cas. Ok, j'ai aucun souvenir de l'avoir fait, moi, quand j'avais encadré un service civique. Mais après, elle est obligatoire depuis pas très très longtemps, parce que je crois que Mathieu, toi, tu l'as faite, mais je suis pas sûre que à l'époque, ce soit un engagement. Je crois qu'on l'avait mis dans les conventions d'intermédiation, que c'était bien que le tuteur la réalise, mais je ne sais plus si c'est obligatoire. En tout cas, c'est quand même très très instructif. Très, très instructif. Et on rencontre d'autres tuteurs, donc ça permet aussi de poser un certain nombre de questions. Ce que je retiens quand même d'un bout de l'échange, là, je suis des fois un peu monomaniaque, j'ai déjà dit, mais j'en retiens qu'effectivement, puisqu'on demande à quelqu'un de s'engager civiquement, c'est bien la notion fondamentale de volontaire service civique. Je pense qu'il faut que la structure elle-même, elle soit consciente que ce qu'on lui demande, c'est exactement la même chose. Enfin, en tout cas, quelque chose qui s'inscrit dans le même panorama, c'est-à-dire c'est un engagement civique de la structure aussi. Et c'est peut-être ça qu'il faut s'interroger au sein des structures sur le rôle qu'on pense avoir. Je pense, moi je travaille pour un établissement public, donc voilà. Est-ce que l'établissement, est-ce que la structure, elle se considère comme un acteur civique? C'est une façon de former des gens, pas directement à un métier, mais en tout cas, voilà, à prendre en main des tâches, à vivre avec d'autres acteurs. J'ai bien entendu cette particularité, qu'il n'y a pas de lien hiérarchique, mais même sans avoir un lien hiérarchique, à partir du moment où on entre dans un groupe social qui est celui de la structure qui accueille, voilà, il y a quand même un peu de règles, au moins des règles tacites auxquelles on se conforme. Et voilà, le fait de le faire mutuellement, je pense que c'est peut-être ça qu'il faut, je disais tout à l'heure, éclaircir dès le début pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Parfois, il vaut mieux aller dire des choses qui sont dites par ailleurs, qui paraissent évidentes, mais au moins de les reposer. Je retiens aussi
le fait que il y a cette phase d'entretien finalement, hein. Je pense que ça permet aussi à chacune des 2 parties de poser les questions qu'elle a envie de poser et de se dire: «Ça me convient, je prends» ou «Ça me convient pas» et il y a pas de fâcherie à avoir sur le fait que si ça convient pas, quelqu'un fait marche arrière, mais je trouve que ça me semble sain. De toute Après, façon, l'entretien, j'imagine que comme pour tout entretien, pour un job, pour un stage ou autre, même humainement, c'est important de rencontrer les personnes avec qui on va travailler pendant un certain temps parce que ça permet aussi de se rendre compte de si ça va fonctionner ou pas, quoi. Ça peut. Pardon, après, une des Léonie, je t'ai particularités. coupé. Pardon, oui, peut-être que ça hache. Une des particularités aussi des missions de service civique, notamment à voir pendant l'entretien, c'est que c'est pas quelque chose qui doit être figé, qui doit être fixé. Et là, tout à l'heure, vous parliez justement de l'engagement civique de la structure. C'est aussi, encore une fois, à ça que sert la mission tuteur. Et c'est aussi pour ça que c'est très important que l'intégralité, dans la mesure du possible, des acteurs d'une structure connaissent ce qu'est le service civique. Pour justement proposer une mission, entre guillemets, cerise sur le gâteau, qui ne mettrait pas en péril le devenir de la structure, et qui fournissent aussi une mission qui peut être évolutive selon les souhaits et les compétences du volontaire. C'est-à-dire qu'un volontaire a tout à fait le droit de dire, bah, écoutez, dans mes missions de service civique, sur l'annonce, il y a écrit qu'il faut faire une veille sur les réseaux sociaux. Moi, je suis anti-réseaux sociaux, je n'ai jamais mis la main dedans, ça me gêne, je ne vois pas l'intérêt et compagnie. Ben, il est en droit de le dire. Et on peut dire, bon, bah, ok, ça, on va le mettre de côté. Sauf si c'est genre the cœur de mission, évidemment. Voilà. Mais si c'est une mission annexe, on va dire, bah, on l'adapte. Et à contrario, voilà, s'il dit, bah, moi, j'aime bien monter des films, ma passion, c'est la photo et la prise d'images. J'aimerais bien faire chez vous un film de promotion de votre... voilà, bah, si c'est ça qu'il souhaite faire un peu au détriment d'une autre partie de sa mission, bah, go, en fait, on l'encourage à le faire. Voilà, donc c'est quelque chose qui doit vraiment être adapté vraiment aux souhaits du volontaire. En fait, il y a vraiment cette histoire de contenu un peu mouvant dans la mesure du possible. Faut prendre aussi en considération voilà, les contraintes matérielles, financières et d'encadrement. Mais voilà, il doit y avoir une part de possible dans l'adaptation du jeune, de sa mission. Je vois qu'il est déjà 10 heures. Léonie, est-ce que tu veux dérouler ta présentation ou tu as l'impression qu'au fur et à mesure, tu réponds aux questions qui sont abordées dans ta présentation ou est-ce qu'on passe du coup à ta présentation? Je me répète un peu, mais... C'était une question du coup, Léonie, on t'entend pas, tu n'as pas le micro. Oui, c'est vrai. Et moi, j'étais juste en train de parler dans le vent, du coup. Non, alors je regarde un peu je regarde un petit peu ma présentation et je me rends compte qu'on a quand même balayé quasiment l'intégralité de ce que je souhaitais vous partager, sauf le point vraiment très technique de l'intermédiation. Et ça, je pourrais du coup vous transférer. Alors, je vais voir si Alors, je vais voir si ça fonctionne. Non, alors attendez. Et Mélina, en attendant, peut-être tu peux nous expliquer sur quoi vous essayez, parce que tu dis que ça fait plusieurs années que vous essayez de recruter des services civiques, c'est sur une mission spécifique. Ça ressemble à ce que Mathieu a présenté. En fait, on cherche de la présence de terrain l'été sur les sites qui sont hyper fréquentés. Et on en cherchait d'autant plus cette année que maintenant, avec le risque incendie, on va avoir des massifs forestiers qui vont être fermés, de nouvelles interdictions, quoi. Donc on se disait que ce serait intéressant vraiment, en particulier maintenant que le risque incendie s'accroît, d'avoir une présence de terrain pour jouer aussi ce rôle-là, quoi. Donc en fait, ça ressemble beaucoup à ce que Mathieu a présenté. Donc voilà, ça fait beaucoup écho. Après, on est comme vous au début, c'est-à-dire que là, on a prévu d'en recruter 2. Et probablement que c'est pas hyper pratique d'en avoir que 2. Enfin, tu l'as dit là rapidement, vous êtes passé à 5 ou 6 parce qu'il y a du roulement, parce qu'ils sont là que 28 heures par semaine et que si on veut une présence un peu importante, c'est quand même
plus pratique s'il y a une équipe un peu constituée. Puis probablement que c'est plus attractif aussi que d'intégrer une équipe de 6 personnes. Il y a peut-être une dynamique de groupe un peu qui peut émerger, quoi. Après, je ne sais pas sur quel territoire vous êtes, mais il y a très bientôt, il y a le Civic Dating à Toulouse. Où en gros, il est possible de tenir des stands, alors collectifs ou non d'ailleurs, avec des offres de mission de service civique, et les jeunes vont spécifiquement comment dire, sur ce salon pour trouver une offre de service civique, et c'est quelque chose qu'on va aussi essayer de travailler pour faire un réseau de relais sur les missions de service civique pour trouver des choses. On essaye d'expérimenter là, enfin on expérimente. Voilà, pour que toute mission trouve volontaire. Après, nous, on est un peu loin de Toulouse, du coup. Moi, je suis à côté de Montpellier. On est dans l'Hérault. Voilà. Après, on a participé à des jobs. C'est un salon. C'est un salon qui est organisé par l'espace Info Jeunes, donc je pense qu'à Montpellier, il doit y avoir la même chose, peut-être plus proche. Faudrait chercher, ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Vous voyez, je disais merci de m'avoir laissé l'opportunité de faire cette petite présentation kitschou des années 80. J'ai passé les 4 premières parties qui rebalayent un peu les définitions du service civique, ce que ça implique, le tutorat, les formations obligatoires, etc. Puisque, encore une fois, les éco-volontaires de Néo, oui, parce que moi, je les appelle les éco-volontaires, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'étais restée sur le fait que éco-garde, on ne le disait pas. Bref, les éco-gardes, éco-volontaires, ont quand même à dire un suivi assez dans les canons de ce qu'il faut faire. Donc, je passe directement à nous, comment on procède avec Nature en Occitanie pour l'accueil des volontaires en service civique. Donc, voilà la répartition qu'on a fait la demande auprès de la direction de la jeunesse, des associations et des sports, la possibilité d'accueillir un certain nombre de volontaires en service civique pour notre compte et pour le compte de toutes les associations ou collectivités qui souhaiteraient accueillir un volontaire ou une volontaire sur une mission liée à l'environnement. Voilà. On ne t'entend pas très bien. Léonie, Léonie, je te coupe parce que des associations. Léonie, est-ce que tu m'entends? Léonie, on a vraiment l'impression que tu passes sous un très gros tunnel. Ce que je te propose, c'est que je vais essayer d'ouvrir ta présentation. Oui. Et de la partager pour toi, pour que ça libère un petit peu, peut-être, sinon, je fais... Parce que là, on n'entend vraiment rien. Je fais ma présentation. Puis je l'envoie. Et je ne sais même pas ce que tu as dit. Oui, Mathieu, bien vu. Il faut arrêter le partage, je pense. Ça, c'est sûr. Oui, moi, j'ai arrêté de partager. C'est pas du tout ça que je vais l'ouvrir. Vous m'entendez mieux? Oui, quand tu arrêtes le partage, ça va beaucoup mieux. Je vais essayer de l'ouvrir pour toi. Et sinon, tu peux continuer à dérouler peut-être effectivement la présentation à l'oral, voilà. Sans le partage. Oui, complètement, parce que comme vous l'aurez, puis c'est pas très compliqué non plus. Et en fait, ce que je disais, c'est que donc FNE Midi-Pyrénées porte un agrément de service civique. Donc, on a demandé à la direction régionale jeunesse, association et sport de pouvoir avoir un certain nombre de crédits pour accueillir des jeunes pour notre compte ou pour le compte d'associations ou de collectivités territoriales sur des missions environnementales. Et nos premiers partenaires dans l'intermédiation, ça a été Nature en Occitanie, qui est une association membre de FNE Midi-Pyrénées et qui en plus a ses
le même bâtiment que nous. Léonie, Donc, il y a besoin de le faire. Donc, associé. Oui. Il y a toujours ton partage d'écran, Oui. c'est normal? Tu devrais départager ton écran. Moi, je l'ai plus, le partage d'écran. Moi, je vois toujours ton écran, en fait. Mathieu, tu vois aussi l'écran de Léonie ou il n'y a que moi? Non, moi, je ne le vois plus, l'écran de Léonie. Si, Léonie, il faut que tu coupes le partage. En fait, on voit ce que tu vois. Ouais, voilà, il faudrait que tu coupes en haut à droite, tu départages. En haut à droite, à côté de quitter. Attendez, je reviens. Si moi, je partage à sa place, est-ce que ça fonctionne? Normalement, j'ai coupé le partage de Léonie, j'ai partagé mon écran à la place. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça a Avec l'air. avec la présentation de Léonie, justement. Oui, oui, c'est bon. Mais on n'a plus Léonie. Non, c'est ça. Ah, les aléas de Teams et de la visio. Bon, On n'est pas trop nombreux. ouais, c'est ça. Pour avancer, peut-être je peux vous dire comment on fonctionne. Donc, c'est Léonie à FNE qui gère un peu tout le volet administratif pour nous. Donc, en termes de publication, elle fait aussi un pré-tri des candidats si besoin. Alors, nous, maintenant, on le fait en autonomie, mais pour d'autres structures, elle fait une présélection. Elle assure tout ce qui est rédaction et signature des contrats. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a des formations obligatoires pour les jeunes en service civique. Il faut qu'ils passent le PSC1, donc le premier secours. Et il y a une journée aussi éco-citoyenne obligatoire. Donc, il y a plusieurs structures qui proposent des choses. Nous, les jeunes, généralement, ils font, par exemple, une journée sur le gaspillage alimentaire ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des produits d'hygiène avec de la récup. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça obligatoires. Donc, ça fait une journée sur ça et une journée PSC1. Et avant, il y avait aussi une journée sur tout ce qui est rédaction de CV et lettre de motive. Oh, tu peux laisser le partage, Julie. Ok. Ouais, ouais. Je ne savais pas si... Oui, oui. Donc, en fait, le contrat, c'est entre FNE et le jeune, ouais. Ah oui. C'est bon, vous voyez plus mon écran? Ouais, c'est bon. C'est beau et du coup, on t'entend beaucoup mieux. Parce que là, franchement, c'était Mais très, très... le truc, c'est que c'était coupé. Enfin bon, bref. Donc, du coup, Mathieu, tu as commencé un peu à expliquer comment on s'était réparti les rôles entre nos deux structures? Oui, juste sur un petit peu ta diapo, là, dire comment ça fonctionnait. C'est toi qui gères les contrats et autres. Et paiement, j'ai pas dit. Tu peux reprendre par là. D'accord. Alors effectivement, voilà, il y a toute une série de... En fait, là, c'est vraiment, en tout cas pour la publication de l'offre et la présélection des candidats selon la disponibilité de la structure, ça va vraiment dépendre. Par exemple, Mathieu, il y a eu certaines fois où je faisais un pré-filtrage et il y a eu d'autres années où, au contraire, on envoyait un peu toutes les candidatures pour justement voilà, être le plus large possible. Ça dépend vraiment du temps qui est alloué et c'est OK de faire d'une manière ou d'une autre. Ensuite, le contrat et la formation des volontaires, effectivement, c'est la structure porteuse de l'agrément qui s'en charge. Et l'envoi en formation aussi des volontaires, j'en ai parlé un peu avant dans la présentation, mais les formations, ça va être les formations obligatoires des premiers secours et formations obligatoires civiques et citoyennes. Ensuite, pour ce qui est du suivi des paiements et du versement de l'indemnité et de la refacturation, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de faire les virements individuels aux jeunes mensuellement, donc un montant de 111,35 € actuellement. Et ensuite, par, entre guillemets, fournée de volontaires, on va refaire des facturations à nature en Occitanie. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne fait pas
des factures individuelles, mais on fait plutôt des factures par type de volontaire. Ensuite, on va s'occuper de tout ce qui va être des documents de fin de contrat, donc les attestations de fin de service civique, éventuellement les attestations de paiement, puisque certains jeunes peuvent en avoir besoin pour la suite de leur parcours pro et privé, notamment pour l'inscription à Pôle emploi si ils passent par cette case-là. Ça va être aussi l'accompagnement du jeune et du tuteur ou de la tutrice un peu au quotidien, c'est-à-dire que je ne me considère pas comme étant juste là pour faire l'administratif, mais ma porte est toujours ouverte pour des questionnements divers et variés, tant du jeune que de l'accompagnant. Alors, ça arrive en général plus sur des questions un peu techniques, mais par exemple, là, la dernière question qu'on a pu avoir, c'était la question de la volontaire qui patrouillera à cheval, ce qui est une super idée d'ailleurs au passage. Mais voilà, c'est vraiment de l'accompagnement voilà, au quotidien. De la même manière, tout à l'heure, Mathieu parlait du projet d'avenir. Si je peux aider de quelque manière que ce soit, moi ou quelqu'un d'autre de la structure, notre porte est ouverte. Et puis ensuite, de la gestion administrative de l'agrément, puisque quand on a un agrément, en fait, on a un certain nombre d'obligations liées à ça, notamment un rapport annuel du service civique à remettre, et puis des demandes tous les ans de nouveaux crédits pour l'accueil de volontaires en service civique sur les mois qui vont arriver. Et on ne peut pas vraiment se permettre de faire ça à la grosse louche, puisque quand on dit « je vais accueillir 6 volontaires en service civique », c'est autant de mois et de sommes allouées qui vont être bloquées pour la structure. Donc en fait, on a tout intérêt à viser au plus juste, quitte à ensuite faire des demandes complémentaires au fil de l'eau. Et la structure accueillante, donc bon, en l'occurrence Nature en Occitanie, elle aura la charge, entre guillemets, de faire les entretiens avec le candidat, d'exercer sa fonction tutorale, donc vraiment au quotidien et sur des points clés, notamment avec le projet d'avenir, d'assurer forcément le paiement des indemnités à FNE Midi-Pyrénées sur la refacturation, d'assurer la santé et la sécurité de la jeune lors de sa mission. Là, typiquement, ça va être les envois des SMS en début et fin de tournée, ça va être l'équipement nécessaire, et ça va être respecter les valeurs du service civique. Donc, respecter les enjeux de mixité sociale, de rencontre avec d'autres jeunes, d'être évolutif si besoin, etc., etc. Du coup, la slide d'après, c'était peut-être que c'est votre cas, que vous êtes déjà soit bénéficiaire d'un agrément en service civique, soit, parce que l'État propose lui-même ses services civiques, donc n'a pas forcément besoin de faire d'agrément. Donc là, c'est un peu la répartition, ce qui se passerait si jamais vous décidiez de faire une demande d'agrément pour votre structure. C'est un peu une vision d'ensemble. Donc, les calendriers d'accueil, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les ans, voire ponctuellement si jamais vous aviez des modifications qui nécessitent un avenant de votre agrément. Le rapport d'activité, ce sera tous les ans. La gestion administrative et versement des indemnités, donc forcément, ce sera ponctuel, tous les mois, quoi. Dès que vous souhaitez faire une nouvelle mission, c'est-à-dire que quand vous demandez un avenant, vous demandez vous annoncez la création de missions assez précises. Par exemple, quand nous, on a demandé notre agrément pour la première fois, on savait que Nature en Occitanie allait créer cette SERFA en lui disant, décris-moi ta mission, en quoi ta mission garantira la mixité sociale, aura un vrai enjeu d'engagement pour la société, etc., etc. Et ensuite, la DRAGES valide cette mission et dit ok, vous pouvez la présenter aux jeunes. Et ça, si par exemple vous avez donc une mission d'éco-volontaire et que vous souhaitez créer une mission spécifique sur par exemple la gestion des déchets sur votre réserve, c'est quelque chose qu'il faudra une démarche d'accréditation en fait, de la mission par la DRJSS qu'il faudra refaire. Donc, remplir le fameux SERFA, le renvoyer et avoir un avenant à votre agrément d'intermédiation qui vous dira
vous pouvez faire l'éco-volontaire et la gestion des déchets, etc., etc. Et puis, tous les 4 ans, vous avez le renouvellement d'agrément. Voilà, donc après, c'est une logique bien huilée, mais c'est quand même un peu une charge de travail supplémentaire. Et ça, quand on se décide d'avoir un agrément en propre, il faut que la personne qui gère l'administratif soit bien au courant. Voilà, c'est pas anodin non plus sur le travail. Sauf si vous avez qu'un volontaire en service civique par an, auquel cas, c'est plus indolore. Voilà, donc vous avez le choix de passer donc sur votre agrément propre. Mais bon, ça, vous ne seriez pas à proprement parler concerné par ça, puisque j'ai quand même l'impression que vous êtes plus sur une posture de tutorat plutôt que de gestionnaire administratif. Ou alors de passer par l'intermédiation, et ça, on le fait avec des associations, et on l'a fait aussi avec des collectivités territoriales. On peut se rapprocher aussi des grandes figures du service civique pour aider justement aussi à la conception d'une mission, pour pas non plus tomber dans l'offre d'emploi ou l'offre de stage. Et ça, c'est pas les exemples qui manquent. Évidemment, il y a Nature en Occitanie. Vous pouvez aussi vous rapprocher de FNE Midi-Pyrénées, vous rapprocher de la Ligue de l'enseignement, vous rapprocher du comité du collectif Rivage dans les Hautes-Pyrénées, bref, de tout un tas de structures qui ont l'habitude d'avoir recours aux volontaires en service civique et qui ont tout intérêt à brasser, justement, à proposer des missions aux uns et aux autres. Et je pensais notamment pour les problèmes, pour les difficultés à trouver des jeunes sur ces missions, n'hésitez pas à contacter les missions locales et les espaces info-jeunes, voilà, qui, eux, sont des structures qui ont quand même une ambition d'accompagnement des jeunes, à la fois sur l'engagement, mais aussi sur la vie dans sa globalité, et qui seront très contents d'avoir du grain à moudre pour le public qu'ils accompagnent. Merci Léonie. Voilà, je crois que c'est ce que j'avais à dire pour l'intermédiation. J'ai une question, Léonie. Moi, du coup, je suis en Languedoc-Roussillon. Est-ce que la FNE Languedoc-Roussillon fait ça aussi? Est-ce que tu sais? Léonie, tu as ton micro de coupé. Décidément, je fais la blague à chaque fois, je m'y ferai jamais. Je ne crois pas qu'FNELR ait l'agrément d'intermédiation. Cela étant, je peux voir avec eux comment ça se passe. Après, nous, on est sur la région Occitanie, donc il est possible de porter l'agrément de loin, quoi. Enfin, de porter la mission de loin et de l'intermédiation. Il faut juste que je vérifie avec FNELR que ce ne soit pas quelque chose qu'ils ont déjà. Ouais, nous, depuis 3 ans, on passe par le GIP. Je ne sais pas si tu connais, G2EP. Et en fait, c'est pas du tout spécialisé dans l'environnement. Ils sont pas réactifs. Ils font des filtres sur les candidatures qui nous vont pas. Enfin bon, on n'est pas très satisfait. Donc, je pense qu'on va chercher une autre structure. Donc voilà, s'il y a tout hasard. Oui, on peut échanger après les coordonnées et se contacter ultérieurement. Après, c'est vrai qu'effectivement, nous, on pourrait faire un relais entre guillemets général, mais c'est vrai que par exemple, pour le coup, FNELR sera plus pertinent sur une diffusion un peu plus fine. Nous, on pourra vous donner des grandes pistes, et puis parce que nous, on a quand même des partenaires qui sont au niveau régional sur du relais, donc ça pourrait le faire aussi. Mais c'est vrai qu'après, pour l'affinage de recherche, FNELR peut-être pour être plus pertinent là-dessus. Après, à vérifier s'ils n'ont pas l'agrément d'intermédiation, mais nous, c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi. Et d'ailleurs, on peut faire que sur des missions liées à l'environnement. Si demain, c'est l'accessibilité au numérique par les vieilles personnes, on ne pourra pas le faire. Ouais. Je vais vous envoyer un mail, je ne sais plus si le micro ou pas, oui. Je vais vous envoyer un mail avec vos coordonnées, Mélina et Léonie. Je te mets Mathieu en copie. François-Xavier, tu veux les coordonnées aussi peut-être de Léonie? Tu es intéressé ou
Oui, à titre informatif, ma question tout à l'heure, comme d'autres, je me suis parlé à moi-même, je vais poser une question, mais j'étais tout seul. J'ai vu que j'avais coupé le micro. Je savais pas si c'était l'indication de ma propre gestion du son ou si c'était l'écran partagé. Ma question, c'était sur cet agrément. Donc c'est la structure d'intermédiation qui fait une demande d'agrément à un service déconcentré de l'État? C'est ça le Oui, c'est ça. Nous, on a fait une demande d'accueil, enfin une demande d'agrément de service civique, donc la possibilité pour nous d'avoir des volontaires en service civique. oui, Et je vous passe l'historique, mais là, en l'état actuel des choses, on a la possibilité d'avoir des volontaires en service civique chez nous et aussi de faire le portage en fait administratif du contrat du volontaire en service civique et de l'envoyer en mission chez dans une d'autres. structure. Et c'est vrai que du coup, nous, on est un peu garant de l'esprit service civique, de s'assurer que le volontaire, il se plaise dans sa mission, que le tuteur ou la tutrice ne soit pas dans une situation de détresse parce que quelque chose de subit. Donc vraiment, on a une relation à trois voilà. Et d'ailleurs, on signe une convention tripartite avec les engagements des trois parties qui détaillent vraiment très factuellement, et ça, on pourra vous la montrer, factuellement un peu les engagements de toutes les parties, donc, et notamment du jeune. Et c'est le même agrément, qui permet d'accueillir chez soi et d'être porteur pour compte de tiers? Ou ce sont 2 démarches, différentes? Alors en fait, nous, quand on a fait la demande de la première demande d'agrément, en fait, à un moment donné, il est demandé comment dire, si on souhaite comment dire, proposer des contrats de service civique à des associations tierces. Donc, on peut les pré-identifier, surtout quand elles font partie de notre réseau, voilà, quand c'est notamment une fédération et une association membre. Et après, voilà, on fait la demande d'intermédiation aussi, mais c'est dans le même document. Et là, ça nécessite quand même une logistique avec quelqu'un de plus dédié à ça, puisque bon, c'est vrai que l'année dernière ou il y a 2 ans, quand Nature en Occitanie prenait 8 volontaires en service civique, j'étais un peu sur les starting blocks en mars, puis j'étais là, allez hop, la journée création de contrat, on y va. Et après, il y a toujours des petites farces, une carte d'identité qui est plus à jour, un RIB au mauvais nom, un jeune qui finalement n'est plus dans les clous au niveau de l'âge. Donc voilà, ça demande quand même un peu d'engagement aussi là-dessus, quoi. Eh bien, il est 10h30, on a quand même bien tenu l'heure et demie finalement, même en Ouais, n'étant pas nombreux, bien. hein. Comme quoi, ça maximise le temps d'échange et finalement, c'est pas plus mal aussi pour ceux qui sont très, très intéressés. Merci beaucoup Mathieu et Léonie. J'espère que Mélina et François-Xavier, vous avez eu des réponses à vos questions et que ça vous permettra de recruter et de donner leur chance à des services civiques et en même temps de mettre en place vos missions. Camille, on ne t'a pas beaucoup vu, mais on sait que tu es là, donc on te fait un coucou aussi. Voilà. Et je vais vous envoyer, Mélina et François-Xavier, donc les coordonnées de Léonie et de Merci Mathieu beaucoup. aussi, pour continuer éventuellement, pour approfondir si besoin. Oui, très bien. Et voilà. Et je vous souhaite du coup une excellente fin de journée et Les puis de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances bientôt les aussi. les les présentations seront sur, Osmose? Ou quelque Les part par là? présentations vous Ou tu seront les envoyées, je vais vous les envoyer par mail aussi, je vais les mettre par dans mail? le mail. D'accord, parce que Et moi je vais puis les partager avec les collègues, je pense que c'est important pour nous que l'ensemble des ok, collègues aient une vision d'ensemble. Merci. super. Et elles seront sur le site internet de l'ARB Ben, aussi, n'hésitez pas. avec le replay Ah oui, sur le site de l'ARB, de la pardon, visio d'accord. Ouais, d'ici quelques OK, jours. très bien. N'hésitez pas en tout cas à nous recontacter. En tout cas, si vous avez d'autres questions, il y a vraiment. Je suis là pour ça, donc n'hésitez pas. OK, Merci beaucoup, merci beaucoup. Léonie. Je vous Merci. en prie. Merci à Bonne fin vous. de journée. À Au revoir. Et bientôt. Mélina, à demain. À demain, ouais, Julie.